Victor Ferry m'a menti. J'ai été très déçu parce que il avait dit que avec mes paroles et mes discours, je pourrais changer le monde. Mais en fait, à la fin, tout ce qu'il voulait, c'était me vendre quelque chose. Et alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Victor Ferry, c'est un YouTuber qui avait commencé avec une chaîne portant son nom et qui donnait des leçons sur la rhétorique. C'était quelqu'un dont j'appréciais et dont j'apprécie encore quelque part une part du travail de manière conséquente parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Il m'a ouvert à beaucoup d'auteurs et véritablement, c'est peut-être un prof que j'aurais aimé avoir si j'avais été à l'université ou si j'avais été faire des études plus poussées, des études littéraires, des études politiques, etc. Donc, c'est un youtubeur spécialiste en rhétorique. Je pense que vous devez le connaître parce que pour tous ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, à l'amélioration, un peu au développement personnel aussi, ont dû déjà passer sur sa chaîne. Donc, Victor Ferry, on le voit là, 460 000 abonnés, l'art rhétorique, et des vidéos qui tournent autour, regardez les populaires, voilà 4,5 millions de vues, 2,4, 1,9, 1,4, bref des vidéos très intéressantes qui ont plutôt bien marché. Et ça c'est sa chaîne principale. Donc sur cette chaîne-là, en fait, il prend des séquences politiques de débats, d'échanges ou d'argumentaires et il montre en quoi elles sont impactantes, structurant le discours, comment il est fait, comment on y répond, les argumentaires, vraiment l'art de parler en public, l'art de se montrer en public et l'art de pouvoir retourner l'esprit des interlocuteurs ou des spectateurs pour les mettre dans notre camp. D'où l'idée de sa chaîne principale qui est de dire que l'on peut changer le monde avec ses idées, pour peu qu'on y met les bons termes, dans un bon discours. Et en fait, j'ai été déçu parce que au fur et à mesure, j'ai compris que c'était quelqu'un qui était profondément individualiste dans sa vision de la société. Et on va faire le rapport entre ça, un autre vidéaste qui l'avait qualifié de macroniste, et auquel Victor Ferry avait répondu pas du tout. Moi je tiens à dire que si en fait. Si en fait Victor, tu es mentalement sur la même ligne que Emmanuel Macron. Peut-être pas politiquement, mais mentalement tu l'es. Et ça je tiens à le prouver à travers tes propres arguments et à travers des livres de Myriam Revaud-Dallon. Myriam Revaud-Dallon, c'est celle qui a écrit, elle a écrit pas mal de textes philosophiques, dont notamment La faiblesse du vrai, que je suis encore en train de lire, que j'ai pas totalement fini. Et ce livre-là, auquel je consacre une vidéo sur la chaîne principale. Je vous mettrai le lien en description. L'esprit du macronisme. Et on va montrer, Victor, que tu es une incarnation de l'esprit du macronisme. Alors, on va regarder ça ensemble. Déjà, je vais faire un rapide portrait de tes chaînes, qui sont... Alors, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire de la rhétorique, ou à comment gagner des débats, comment impacter dans une discussion, comment construire un argumentaire, cette chaîne principale, elle est intéressante. Et c'est la meilleure que je vous conseille sur tout ce vidéaste. Ensuite, il avait une autre chaîne qui s'appelait Les Orateurs Augmentés. Donc voilà, qui est celle-ci. Alors là, il s'est un peu amusé parce que il avait commencé en faisant des vidéos, il nous donnait des leçons. Parce que, à la base, il est prof. Et on va revenir sur son parcours. C'était intéressant parce que là, c'était vraiment un échange direct avec lui. Il nous proposait des sujets, il nous proposait des choses et on pouvait interagir directement. Il prenait des exemples dans tous ceux qui avaient répondu et il mettait en avant en quoi c'était bon ou en quoi c'était amélioratif. D'ailleurs, j'ai fait un exercice et je passe dans une de ces vidéos, voilà c'est celle-ci, les meilleurs discours de l'année. Donc voilà, moi j'ai un passage dans une de ces vidéos pour dire à quel point j'appréciais ce qu'il pouvait apporter. Mais au fur et à mesure, il s'est dirigé vers quelque chose de plus liberté financière et développement personnel, un petit peu coach en niveau de vie. Pourquoi pas, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a créé une troisième chaîne qui s'appelle Business and News et qui est une chaîne où vraiment il parle un peu de l'actualité financière, où il cherche vraiment à se créer une liberté financière en investissant dans des actions en bourse, dans diverses sources de revenus. Le but étant pour lui de se créer un deuxième salaire à travers ces revenus-là. Ce qui marche plutôt bien parce qu'en plus il est relativement transparent, hein, il montre son portefeuille, il montre combien il gagne, combien ça lui rapporte, donc c'est quelqu'un d'assez transparent là-dessus. En tout cas sur les montants qu'il veut nous montrer, qui sont, ma foi, relativement intéressants, relativement importants, et tant mieux pour lui. La question c'est que à partir du moment où moi j'ai commencé à lui dire
mais tu sais, Victor, enfin, les gens, des fois, ils sont dans la merde. C'est pas totalement de leur faute. Ils sont dans la merde parce que, ils ont eu un accident, ils ont été victimes de quelque chose, d'une escroquerie, dont ne sais quoi. Ils ont eu une maladie qui les a terrassés. Ils ont un accident dans leur maison. Enfin, ils ont été, bref, des tas de choses qui font que aujourd'hui, s'il n'y avait pas la solidarité nationale, peut-être même certains seraient à la rue ou dans des situations extrêmement compliquées, voire peut-être seraient morts, hein, tout simplement. Et en fait, Victor, il a cette vision de la société qui est profondément individualiste dans le sens où il en a marre de payer des impôts et que ça ne lui revienne pas d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Je veux dire, quand toi tu payes des impôts, tu payes 500 € d'impôts par mois parce que tu gagnes très bien ta vie, mais quand tu vas à l'hôpital, c'est blindé. Quand tu vas amener tes enfants à l'école, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de remplaçant. Quand il y a de l'insécurité dans ta ville parce que effectivement il y a des batailles de gangs dans des quartiers, il y a des cambriolages réguliers, le niveau de vie global baisse, alors que tu payes toujours plus d'impôts, tu te dis en fait l'État est en train de me voler et moi je suis la bonne poire dans l'histoire. Et du coup, il s'est éloigné des discours de solidarité pour rentrer dans un mood je ne me consacre qu'à moi, je ne me consacre qu'à mon business, qu'à ma vie, qu'à ma famille. Je mets le maximum de côté, j'épargne le maximum pour pouvoir vivre sur mes propres deniers sans l'aide de personne. Et c'est ce qui, du coup, dans son parcours, l'a amené à créer cette toute première chaîne. Et d'ailleurs, il a sorti une vidéo là aujourd'hui, qui s'appelle là, j'ai fui quoi, les profs racaillent, donc je l'ai regardé. Et dans cette vidéo, il explique très bien que il aurait pu avoir un poste bien payé, sécurisé à l'université, si je me trompe pas, en tant qu'enseignant-chercheur, et à cause de soucis administratifs, parce que lui, il avait tout fait bien comme il faut, mais que quelqu'un n'avait pas fait sa part du boulot, et il s'est retrouvé dans la galère. Et comme il s'est retrouvé dans la galère, il a cherché à voir ce qu'il pouvait avoir comme aide le temps de rebondir, notamment le chômage, et on lui a dit, d'après lui, non, en fait, votre dossier n'est pas à jour, il aurait fallu faire la demande il y a quelques semaines avant, parce que là, vous n'y avez pas le droit. Et lui, il m'a dit, mais attendez, il y a quelques semaines avant, j'étais censé avoir un poste. Donc je comprends ce rejet qu'il a eu parce qu'il s'est dit en fait on a des aides mais si on fait pas si on se plie pas en quatre c'est mort quand on les a pas. Et là du coup il a un petit peu la haine de tout ce qui est socialisme et il n'hésite pas à le dire. Là tu vois, là je rebondirai là-dessus Victor en disant que tu vois à quel point ça peut être difficile d'obtenir des aides alors que t'as tout fait pour y avoir le droit, hein. Mais déjà la première difficulté à obtenir ces aides font que beaucoup de gens du coup ne les demandent pas. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme toi, qui ont travaillé, qui ont été honnêtes, qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé de faire et un jour il se passe un truc pour lesquels ils sont pas responsables et ils se retrouvent dans la galère. Et là on leur dit oui tiens si tu veux telle aide, c'est ça, c'est chiant. Les mecs ils se disent ouais je préfère encore essayer de retrouver un travail merdique mais d'être sûr d'avoir de l'argent que de me casser la tête pour essayer d'avoir des aides qui vont à peine me permettre de payer mes charges. Ça se comprend, mais c'est pas pour autant qu'il faut développer une haine de l'État, une haine de l'État-providence et une haine de ceux qui décident d'avoir ces aides. Une fois encore, il y avait une enquête, j'en avais parlé avec quelqu'un en commentaire sous mon short qui a fait 4,5 millions de vues, qui a un tiers des demandeurs, des ayants droit aux aides, qui ne les demandent pas, soit par ignorance, soit par fierté, parce qu'il y a des gens, ils sont fiers, ils n'ont pas envie d'être perçus comme ayant besoin d'aide. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et la difficulté administrative. T'as pas envie de remplir 15 papiers pour avoir 700 balles par mois d'aide. T'as pas envie de devoir écouter toute ta vie, de devoir faire des rendez-vous, d'aller des trucs, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. C'est chiant, quoi. Mais cette idée, du coup, de rejeter en bloc la société pour dire que je ne veux pas dépendre des autres, je ne veux pas dépendre d'autres facteurs que moi-même pour réussir dans la vie, ça peut être noble quelque part. Mais ça, c'est l'individualisme à l'état pur, c'est se percevoir soi-même individuellement comme étant une entreprise et ne faisant pas partie d'un corps social, c'est avoir un rejet des institutions. Les institutions, c'est quand même le lien entre toi, l'État et le reste de la société, parce que quand tu payes des impôts, tu fournis les ressources nécessaires à ces institutions pour pouvoir un jour bénéficier de ces aides, si jamais. Et c'est ce que Myriam Revaud-Dellon explique dans l'esprit du macronisme. L'esprit du macronisme, c'est se considérer soi-même comme étant sa propre entreprise et faire des choix de sorte à s'améliorer soi-même en dehors de toute activité
ou lien social. Donc en fait, je rebondis encore là-dessus parce que Victor pour l'instant gagne bien sa vie, et tant mieux. On va aussi revenir sur les déterminismes sociaux. Moi je pose la question à Victor, est-ce que c'est pas parce que tu as eu ce refus universitaire d'un poste qui était intéressant, qui t'a mis dans une galère financière à un moment important de ta vie, qui t'a fait donner ce revirement de se dire mais je ne veux plus dépendre de l'État, je ne veux plus dépendre d'aide, je ne veux plus dépendre d'institutions, je veux m'en sortir par moi-même, qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat. Et le fait est que tu as réussi, tant mieux, je veux dire c'est toujours plus intéressant de voir quelqu'un qui réussit quand il se lance dans quelque chose, quel que ça puisse être. Mais quelqu'un qui se dit je veux gagner ma vie par moi-même à travers des actions, bon déjà c'est pas par toi-même puisque c'est tes actions, tu les places, t'as peut-être gagné cet argent, mais quand à partir du moment où tu le places et que t'as des dividendes dessus, c'est pas ton travail qui le fait travailler cet argent, c'est toi t'as amené le capital de base, mais les dividendes c'est pas ton travail, c'est le travail d'autres personnes. Si moi je te donne 5000 € et que je te dis que l'année pour monter ta boîte et que je te dis que l'année prochaine j'en veux 6000, j'aurais gagné 1000 € sur ton travail. C'est pas moi qui l'aura fait les 1000 €. Donc c'est ça avec la bourse, c'est comme ça que ça fonctionne. En même temps, avoir un rejet complet de tout ce qui est institution sociale et vivre ensemble, c'est l'inverse de la civilisation en fait. Parce que si on est dans une société comme celle où tu voudrais que l'on soit, c'est-à-dire que plus d'aide sociale, plus de prélèvements, ok très bien, plus de prélèvements. Tous les salaires de France augmentent de 20%. Parce qu'il n'y a plus de prélèvements sociaux, il n'y a plus de prélèvements obligatoires. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché quand tous les salaires vont augmenter de 20%? Bon, les libéraux le savent, les économistes keynésiens aussi. À partir du moment où tous les salaires vont augmenter de 20%, les prix du marché vont augmenter avec. Parce que t'imagines pas que tous les entreprises du secteur savent que les gens ont 20% de revenus supplémentaires à dépenser. On va essayer de gratter, on va augmenter de 50 centimes là, 1 € là, 2 € là, 5 € là, et à la fin t'as une inflation. Donc en fait, ton augmentation de salaire due à l'absence de prélèvement va faire augmenter les prix sur les marchés. Et donc, toi, tu vas augmenter ton salaire de 20%, mais le jour où tu as un accident et que les pompiers interviennent, eh bien, les pompiers, ils vont te prendre en charge, ils vont t'emmener à l'hôpital, et puis ils vont te laisser une facture. 600 balles. Le trajet de 20 minutes entre chez toi et l'hôpital. 600 balles. Et puis quand tu vas être à l'hôpital, tu vas être pris en charge par le truc et tout. Si tu as une mutuelle, ils vont dire, on va prendre votre mutuelle. Et si t'as pas de mutuelle, et que tu dois rester 24 ans en observation, repas, lit, salaire des infirmiers, des soignants, je sais pas, peut-être 1000 €. Donc, tu gagnes 3500 € par mois, 4000 € par mois, ça va. Mais si tu gagnes 2200 et que tu as une petite épargne, 1600, et puis après, il y a le soin aussi, il y a les soins derrière. Peut-être il faut prendre un traitement, peut-être il faut prendre quelque chose. 0% remboursé. Et tout a augmenté de 20%. Tu crois qu'il va se passer quoi? Alors, je voudrais rebondir là-dessus pour cette vision de la société qui, pour moi, est délétère. Je comprends que tu aies une certaine haine de l'État. Surtout quand l'État te dit tout va augmenter, on va resserrer les prix, machin, alors que les mecs se gavent en étant payés avec tes impôts. Je comprends tout à fait que tu puisses leur en vouloir, mais faut pas en vouloir au reste de la société en fait. Faut pas en vouloir aux pauvres gens qui n'ont pas de travail. Si t'as le chômage, t'as travaillé pour l'avoir, c'est un droit, t'as cotisé. Donc tu as le droit. Et je vais te dire pourquoi elle est délétère. Tu avais fait sur ta chaîne secondaire une interview, un format avec, je crois, si je ne dis pas de bêtises, quelqu'un qui est ta sœur, qui est ta propre sœur. Voilà, n'ayez pas peur des fous, voyage au pays de la folie. Dans cette vidéo, en fait, il propose à sa sœur de nous parler de son expérience de médecin au sein d'hôpitaux psychiatriques, et elle doit faire une thèse ou un compte rendu, et donc elle écrit des choses qui sont assez intéressantes et la façon dont les écrire, la façon dont elle les écrit. Je vous laisse un passage, c'est assez intéressant pour vous rendre compte de quoi je veux parler. Alors attendez, je cherche le passage. Son incompréhension derrière une hypothétique surdité, du reste très sélective, qui fait le tri dans nos paroles plutôt que dans les décibels. Minnie a beaucoup lu, elle a mémorisé des mots, des phrases et des pages entières parfois. Elle ne possède pas grand-chose, mais il lui reste cela. Alors elle cherche dans les mots qui la bercent un fil d'Ariane qui lui permettrait de remonter jusqu'à elle-même. Elle cherche dans les citations des livres qui l'accompagnaient l'essence de celle qu'elle était. Quelle étrange mémoire que la sienne qui désormais efface sa famille et lui récite des poèmes. Elle perd la vue, elle perd l'ouïe, elle perd la mémoire et elle cherche du sens. Quelle terreur pour cette femme qui observe et qui pense, femme curieuse et cultivée qui se voit peu à peu diminuer. Donc voilà, par-delà la maladie, le temps et la sérénité, elle donne du sens à ces mots à l'aide des mots qui la traversent. C'est joli, c'est bien écrit. Cette femme-là, du coup, elle travaille dans des centres hospitaliers, psychiatriques. Dans une société façon Victor Ferry, cette femme-là, elle n'aurait pas accès à ce genre de soins. Ou elle devrait payer extrêmement cher, parce que ce ne serait que du privé, ou alors elle devrait payer... elle aurait le minimum syndical, voire peut-être elle aurait même pas de soins. Et du coup, cette femme-là qui perd la mémoire, devient sénile, mélange des souvenirs avec des souvenirs littéraires avec des souvenirs personnels,
qu'est-ce qu'elle ferait dans un monde où il y a personne qui vient aider, ou à part si tu payes cher pour que tu aies ce service d'aide? Ça ne marcherait pas. Déjà aujourd'hui, même moi, l'une de mes grand-mères, elle ne peut plus sortir de chez elle depuis des années. Elle a des aides qui viennent à domicile, mais c'est histoire d'1 heure par jour, histoire de faire le ménage, de faire les soins, et c'est tout. Et ça coûte déjà très cher. Il y a une aide de l'État, il y a une aide de la région. Ça coûte déjà très cher pour un service minimum. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de temps passé avec, c'est vraiment très peu. Donc en fait, dans une société où c'est chacun pour soi, avec son argent, il n'y a plus de prélèvement, il n'y a plus de trucs et tout est payant, tout doit être selon les revenus de la personne, des gens comme ma grand-mère ou comme cette dame dans le texte, ils sont perdus pour la société parce qu'on va considérer que c'est des charges. On va considérer que c'est des gens qui sont ni actifs ni utiles et on va dire, attendez, on va pas payer pour des gens qui servent à rien. C'est ça le principe de la solidarité, c'est ça le principe de l'impôt. C'est que tu as ton impôt, tu le donnes à l'État et l'État pourvoit avec l'impôt que tu donnes à des gens comme eux, qui eux-mêmes ont cotisé toute leur vie pour que l'État fonctionne, pour que toi, quand tu étais gamin, tu puisses aller à l'école. Pendant que cette femme-là, la Mini, elle travaillait et elle payait des cotisations, t'étais tout jeune bébé, toi, et t'étais allé à l'hôpital parce que t'étais malade, et ça se trouve, c'est les cotisations de Mini qui t'ont permis de rembourser ton passage à l'hôpital. Enfin, moi, ça me paraît évident, des choses comme ça, mais pour beaucoup de gens, ça a disparu, ce genre de perception de ce qu'est la société. Et ça, c'est à cause d'une maladie mentale qui s'appelle le putain d'esprit du macronisme. Faut que ça disparaisse, ce truc, mais il faut lutter contre. Et pour lutter contre, il faut remettre au sens la réalité des choses, qui est que, ok, on a des prélèvements obligatoires importants, mais c'est peut-être parce qu'il est mal redistribué que ça va pas. C'est peut-être... Enfin, je suis sûr que Victor Ferry, t'aurais aucun mal à payer des impôts si tu voyais que tout allait bien pour tes enfants, pour tes activités. Quand tu vas à l'hôpital, il y a eu une demi-heure d'attente aux urgences, c'est pris rapidement, que les gens sont bien payés, sont heureux, qu'il y a de l'équipement. Quand les policiers, il y en a suffisamment un peu partout en France pour lutter contre tous les problèmes. Quand il y a des types qui détournent des millions dans les entreprises privées ou au sein des assemblées, des assemblées démocratiques, ils sont traînés en justice, ils sont dépouillés de ce qu'ils ont piqué et ils prennent du ferme pendant des années, je suis sûr que là tu serais prêt à payer des impôts pour ça. Parce qu'en fait ton niveau de vie, il serait à hauteur de ce que tu payes en impôts. Mais ça c'est une vision idéologique de la société. Même moi je paye des impôts, mais j'ai pas envie de récupérer ce que je paye en impôts pour ensuite voir disparaître le peu qui reste de services publics. Enfin, ça me va pas du tout ça. Donc voilà, ça c'était le positionnement que j'avais à propos de Victor Ferry. Je vous conseille toujours d'aller voir sa chaîne principale où voilà, on apprend quand même pas mal de choses. Mais après, la deuxième aussi est pas mal si vous voulez faire les exercices, si vous voulez les revoir. La troisième, un petit peu guignolesque, je trouve. En tout cas, je te remercie quand même, Victor, parce que j'ai appris beaucoup de choses avec toi et je continue d'en apprendre sur la principale. Même si je sais que tu m'as bloqué sur Twitter, tu m'as bloqué sur ton canal Telegram. Mais prends en compte, et je pense que c'est important, le fait que à un moment de ta vie, tu as été confronté à une situation qui t'a fait virer de bord. Et du coup, comprends bien que le mode de vie que tu mets en avant, il est délétère, sauf pour ceux qui sont riches à millions. Ceux qui sont riches à millions, ils pourraient peut-être s'en sortir s'ils n'ont pas un enchaînement de situations catastrophiques. Mais si t'es pas riche à millions, même si t'es riche à 500 000 € de patrimoine, ou de finances sur tes comptes en banque, c'est pas grand chose, ça part très vite. Un accident grave, un traitement lourd, quelque chose qui se passe sur un de tes biens immobiliers, ça part direct, ça part très très vite. Et encore foi en notre système social, et encore foi en notre société, et débarrasse-toi de cette maladie que tu as dans la tête pour revenir à une vision plus solidaire. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à lire mon livret sur le pantouflage et ses conséquences en démocratie. Ça permet de financer la chaîne, ça permet à la chaîne d'exister tout simplement, voilà, sans qu'il y ait trop de pression. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salutations.